Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, le grand débat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet crucial pour les entreprises, anticiper et faire face aux visites inopinées en matière de concurrence. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Joseph Vogel, avocat cofondateur de Vogel et Vogel. Bonjour Joseph. Bonjour Arnaud. Également avec nous, Frédéric Amiel, directeur droit de la concurrence et affaires réglementaires au sein du groupe Suez. Bonjour Frédéric. Alors, comment se préparer aux visites inopinées? Comment y faire face? Quelles conséquences en tirer? On répondra avec nos invités à toutes ces questions. Tout d'abord, on commencera par notre grand angle pour poser les bases de ce sujet. Et ensuite, dans notre débat, on croisera les regards sur les visites inopinées. Enfin, dans notre cas pratique, on illustrera de manière concrète les enjeux sur cette question. Lex Inside, le grand débat, c'est parti! On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec notre grand angle sur les visites inopinées en matière de concurrence. Et pour commencer, on va s'intéresser aux définitions. C'est bien de replacer les choses dans leur contexte et bien comprendre ce que sont les visites inopinées. Je vais commencer avec vous, Maître Vogel. Qu'est-ce qu'une visite inopinée en matière de concurrence ? Alors les visites inopinées, c'est une faculté qu'ont les autorités de concurrence pour mener à bien de la façon la plus efficace possible leurs enquêtes. Elles ont des pouvoirs d'enquête et les visites inopinées font partie de ces pouvoirs d'enquête. Alors là, ça peut intervenir au niveau européen ou au niveau français. Au niveau européen, les autorités de concurrence, donc la Commission européenne, a le droit de faire des demandes d'information, des auditions et des inspections. Donc là, les visites inopinées font partie de leur pouvoir d'inspection et c'est régi par le règlement 1/2003 qui prévoit des facultés d'inspection, soit dans les entreprises, soit dans d'autres lieux, y compris le domicile des dirigeants. Au niveau français, comme dans tous les États membres, c'est régi par la directive ECN+, qui prévoit un cadre commun minimal aux enquêtes. Et ce cadre commun prévoit de la même façon des demandes d'information, des auditions et des visites au sein des entreprises. En France, nous avons deux types d'enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes simples, qui sont prévues à l'article L450-3 du Code de commerce, où il peut y avoir des visites inopinées. En général, dans le cas des enquêtes simples, les visites, on prévient à l'avance, mais elles peuvent être inopinées. D'accord. Et dans ce cas, en cas d'enquête simple, les droits des enquêteurs sont assez limités, enfin relativement limités dans le cas des visites inopinées. Ils ont quoi comme pouvoir ? Alors, ils ont le droit de venir dans l'entreprise, de demander à rencontrer des responsables, de leur poser des questions et de faire des auditions. Donc, sur procès-verbal, ils vont noter les réponses des personnes interrogées, ils vont demander des documents, mais ils n'ont aucun droit de fouille, c'est pas inquisitoire. Donc ils ont simplement le droit de poser des questions et de demander des documents ciblés. Donc c'est des visites inopinées, mais avec des effets relativement limités. En revanche, en cas d'enquête lourde, article L450-4 du Code de commerce... Là, les enquêteurs ont plus de pouvoir ? Oui, là, ils ont des vrais pouvoirs de perquisition. Ils ont le droit de saisir les disques durs, les téléphones, les boîtes mail. Ils ont le droit de poser des scellés. Donc c'est vraiment... Ils sont accompagnés d'officiers de police judiciaire. Donc ce sont des gendarmes ou des policiers armés en uniforme. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux. Donc là, c'est une visite qui est toujours inopinée en matière d'enquête lourde, mais autorisée par un juge, le JLD. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples pour expliquer un peu ce type d'enquête lourde? C'est quel cas? Alors, les enquêtes lourdes, il faut que les enquêteurs disposent d'indices. Alors, c'est pas des présomptions, c'est des indices graves et concordants. C'est simplement des indices, mais des indices qui leur font penser qu'il y a une pratique anticoncurrentielle
à découvrir dans une entreprise ou plusieurs entreprises. Donc s'ils ont ces indices, ils vont présenter une requête au JLD qui va les autoriser, malheureusement assez facilement, sur la base de simples indices, à effectuer ces opérations de visite et saisie. C'est comme ça que ça se passe. Alors il se peut que leurs indices résultent d'une clémence. Donc là, ils veulent corroborer ce que le demandeur de clémence leur a dit, ou que les indices soient liés peut-être à un signalement, ou même s'ils regardaient une émission de télévision et que lors de l'émission, ils pensent que l'émission pourrait révéler une pratique anticoncurrentielle, ils vont demander à enquêter, à faire une enquête lourde. D'accord. Alors, je vais me tourner vers vous, Frédéric, pour aborder un peu le point de vue de l'entreprise. Maintenant qu'on a ces définitions en tête, quels sont les enjeux pour une entreprise en matière de gouvernance et de réputation? Parce qu'on a vu, ces enquêtes peuvent être très lourdes et avoir des conséquences importantes pour l'entreprise. Alors pour une entreprise, c'est tout de suite communiqué en interne, à la fois aux membres du COMEX, donc le directeur général, évidemment la directrice ou le directeur juridique, pour les informer de ce qui se passe. Communiquer en interne par la voie de mail pour leur indiquer qu'effectivement il y a en cours une perquisition et qu'ils doivent collaborer entièrement avec les membres soit de l'autorité, soit de la Commission européenne, soit de la DGCCRF, qu'il faut s'opposer à rien. S'il y a des scellés, ne surtout pas casser les scellés. Il faut faire extrêmement attention à cela. Le groupe Suez, malheureusement, et je peux en parler parce que c'est le public, a en 2008 eu un incident qui lui a coûté quelques millions d'euros. C'était quoi? En fait, il y avait eu un scellé et un collaborateur n'avait pas vu qu'il y avait ce scellé, a essayé d'ouvrir la porte. Quand il a senti qu'il y a une résistance, il s'est arrêté, mais les membres de la Commission européenne essaient d'estimer qu'il y a eu une infraction par rapport à cela, et on a été sanctionné. Ça a été d'abord, il y a eu un procès verbal, on a essayé de contester, et on est allé même devant les juridictions européennes, mais sans effet. Et puis donc voilà, et prendre des dispositions en interne. Donc quel type de disposition? Tout simplement demander aux services, par exemple de nettoyage, de ne pas rentrer dans les lieux ou ne pas intervenir dans les lieux où se passent les perquisitions, où il y a des scellés. Informer les collaboratrices et les collaborateurs qui sont concernés de ne pas ouvrir leurs portes de bureau, de ne pas s'opposer à la saisine de leur téléphone, à la saisine de leurs ordinateurs, et de collaborer de manière pleine et entière. Et voilà, c'est ce genre de choses que l'on dit assez rapidement, et ne pas communiquer en externe, ne pas révéler aux clients, aux fournisseurs, à leurs amis qu'il y a une perquisition qui est en cours ou qu'il y a une perquisition qui a eu lieu. Puisque, comme on le sait, en tout cas certaines personnes le savent, les noms des entreprises qui sont perquisitionnées ne sont jamais révélés par les autorités de concurrence concernées. Et simplement, il peut être dit que des entreprises d'un secteur concerné font l'objet d'une perquisition. Donc c'est anonymisé. D'accord. Et alors après, il y a deux écoles. Soit on décide de communiquer de manière proactive et dire que notre entreprise fait l'objet actuellement d'une perquisition, soit on décide de ne pas communiquer en externe et pour garder la confidentialité la plus forte sur la procédure qui est en cours. Qu'est-ce qui fait qu'on va décider de communiquer ou pas? La confidentialité, tout simplement. Est-ce qu'une entreprise a intérêt ou pas à révéler qu'elle fait l'objet d'une perquisition? Ça, c'est une décision qui est prise par le management. Moi, à titre personnel, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas communiquer, puisque c'est confidentiel et qu'on n'a rien à gagner à dire qu'on fait l'objet d'une perquisition de la part soit de la Commission européenne, soit de l'autorité française de la concurrence, soit d'une autorité étrangère de l'Union européenne, soit de la part de la DGCCRF. Mais si jamais une information fuite, Maître Vogel parlait d'une émission de télévision qui révèle un certain nombre d'éléments, là, on est peut-être obligé de communiquer? Non, je ne pense pas. Après, c'est une décision, une autre fois, c'est une décision stratégique qui est prise par les membres du COMEX, par le directeur ou la directrice générale, la directrice juridique ou le directeur juridique, par les membres de la communication. Je ne suis pas certain, même s'il y a une émission de télévision, alors je vois très bien à quoi vous faites référence, c'était sur les palaces parisiens, où effectivement il y avait une émission qui était passée sur M6 qui révélait qu'effectivement il y avait eu un cartel sur les prix, et c'était suite à cela, je peux en parler parce que j'étais à l'autorité à ce moment-là, qu'il y avait une saisine de l'autorité sur le sujet suite à une volonté de la part du rapporteur général de l'époque. Mais voilà, moi je pense qu'à partir du moment où les noms des entreprises ne sont pas révélés, alors après il peut y avoir des suspicions
que Bien telle sûr. ou telle entreprise fait partie des heureux élus qui fait l'objet d'une perquisition dans ces locaux. Mais une nouvelle fois, je pense qu'on n'a rien à gagner, nous, entreprises, à communiquer sur la perquisition. Donc la vigilance est de mise. Oui, exactement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que il n'est pas évident qu'il y ait forcément un communiqué de l'autorité en cas de perquisition. Nous, on a fait une étude statistique. Finalement, ça n'intervient que dans 25% des cas. Donc, très souvent, D'accord. il n'y a pas de communiqué. Et s'il y a un communiqué, c'est vrai, comme l'a dit Frédéric, il est assez général. Il dit une enquête est en cours dans tel secteur. Alors, il est possible que si les journalistes regardent toutes les entreprises faisant partie du secteur, ils appellent l'entreprise. Et dans ce cas-là, ce qu'on recommande, nous, c'est une communication passive, c'est-à-dire uniquement si on est interrogé. Et elle reste très générale. Oui, nous, il y a une enquête en cours dans ce secteur. Nous collaborons à l'enquête, mais pas plus. Surtout pas, comme a dit Frédéric, pas de communication active. On va conclure cette première partie là-dessus. Tout de suite, place au débat pour poursuivre les échanges sur ces visites inopinées en matière de concurrence. Place tout de suite au débat pour croiser les regards sur les enjeux en matière de visite inopinée dans le domaine de la concurrence. Et je vais commencer avec vous, Frédéric. Vous l'avez dit en première partie, il y a un certain nombre d'informations qui sont confidentielles pour l'entreprise. Comment on distingue les informations qui sont confidentielles de celles qui ne le sont pas ? Vaste débat, qui fait l'objet encore de pas mal de jurisprudence, et encore récemment, de la part des juridictions françaises et communautaires. Alors, pour les autorités, il n'y a pas d'informations confidentielles. Justement, la raison pour laquelle ils viennent dans les locaux, c'est pour récupérer le maximum d'informations qui sont des informations stratégiques, quotidiennes, de la part de l'entreprise. Ce qui reste confidentiel, c'est uniquement la communication qui existe entre les conseils de l'entreprise et les juristes d'entreprise, ou pas seulement les juristes d'entreprise. Aujourd'hui, il y a un vaste débat autour de cela. Qu'est-ce qu'une information confidentielle entre les conseils de l'entreprise et les juristes d'entreprise? Et là, aujourd'hui, on fait face à une restriction de manière assez significative de la part de la jurisprudence, même s'il y a une jurisprudence récente, mais peut-être que Maître Vogel en parlera de manière beaucoup plus précise que je ne le fais aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, de manière un peu schématique, les juges estiment que tout ce qui ne relève pas du dossier n'est pas une information confidentielle. Donc tout ce qui a été exempté et qui ne concerne pas le dossier ne relève pas de l'information confidentielle. D'accord. Et ce n'est qu'après la perquisition que s'il y a des échanges entre l'entreprise et le conseil qui est couvert, et ça concerne bien le dossier, est couvert par la confidentialité. Donc en fait, c'est le serpent qui se mange la queue. Ça, c'est un peu aberrant. Le premier coup est parti du Conseil d'État, qui en mars 2024 avait sorti un arrêt suite à une saisine des avocats du barreau de Hauts-de-Seine, et la décision a été rendue par Madame de Silva, qui était précédemment la présidente de l'autorité de la concurrence. Et puis récemment encore, il y a 2 arrêts qui ont été rendus, un par la chambre commerciale et un par la chambre criminelle. La chambre commerciale, je peux en parler parce que ça concerne Suez, sur un dossier qui aujourd'hui est clôturé par la DGCCRF. Qu'est-ce qu'elle dit ? Grosso modo, ils vous disent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que alors là, c'était un cas très particulier, parce qu'il y avait un certain nombre d'informations de documents qui étaient vraiment confidentiels, et la DGCRF demandait à ce qu'ils soient déconfidentialisés pour rentrer dans le périmètre du contentieux. Et nous, on disait, non, à partir du moment où vous les déconfidentialisez, ils sont accessibles à la DGCCRF. Nous, on estime qu'ils sont confidentiels, donc ils ne doivent pas être connus de la DGCCRF. Et la DGCCRF nous répondait l'inverse. Devant la cour d'appel, le juge l'avait compris et avait dit il y a plus de 2000 documents qui doivent être confidentialisés. La DGCRF nous ayant pas expliqué pourquoi ils doivent pénétrer le périmètre du dossier. Et nous avions répondu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à partir du moment où on les déconfidentialise, la DGCCRF en a connaissance. Le juge nous avait écouté devant la cour d'appel, et la cour de cassation nous dit non, c'est l'entreprise qui doit motiver sa demande et pas l'inverse. Alors que c'était une demande de la DGCCRF. Comment vous expliquez cette décision ?
C'est en fait, comment l'expliquer? C'est tout simplement, il y a une vision de plus en plus restrictive de la part des juges et de plus en plus inquisitoriale de la part des juges pour faciliter le travail des autorités de concurrence, en l'espèce, et pour leur permettre d'avoir accès à l'ensemble des documents qui semblent importants à leurs yeux. Mais du coup, il n'y a plus aujourd'hui pour les entreprises de zone de confidentialité et les échanges entre les conseils et les entreprises sont un élément décisif dans notre travail quotidien, parce qu'on peut communiquer avec eux et on peut leur révéler des choses, des documents, des informations qu'on peut estimer comme étant sensibles, pas forcément, mais qu'on ne veut pas que la DGCCRF ou l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne en ait connaissance. Et pas forcément des turpitudes. Ça peut être aussi des échanges que nous avons avec eux sur des secteurs qui nous concernent. C'est la raison pour laquelle, et c'est tout l'intérêt d'avoir des conseils, pas seulement, mais c'est un des intérêts d'avoir des conseils, parce que justement, il y a cette proximité avec eux qui nous permet d'avoir ces échanges-là. Et ce que nous dit ce que nous disent les juges, vous ne pouvez plus avoir cette situation-là, vous ne pouvez plus avoir cette communication-là avec vos avocats. Donc les entreprises ne sont pas protégées? Non. Aujourd'hui, si on regarde la jurisprudence, soyons clairs, non. Et c'est très décevant. Et moi, je trouve que c'est même très grave. Maître Vogel, c'est quoi votre analyse là-dessus? Je partage l'avis de Frédéric. Il y a un problème en France, c'est que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est très restrictive. Elle réduit la confidentialité avocat-client finalement à la portion congrue, parce que c'est uniquement à partir du moment où l'enquête lourde a commencé, où une procédure a commencé, et toute l'activité de consultation qui, dans notre domaine, en matière de concurrence, c'est 90% de notre activité, n'est pas couverte par le secret professionnel avocat-client. Donc, tous nos conseils peuvent être saisis et nos conseils peuvent en fait être considérés comme un indice d'infraction. Vous voyez, donc, est-ce que ça peut freiner le conseil que vous êtes dans la façon dont vous abordez les choses, oui, de dire les choses? Oui, parce qu'on peut se dire, est-ce que vraiment je peux donner un conseil à mon client? Si ce conseil est saisi, on va dire que c'est un début de preuve d'infraction, alors que les autorités de concurrence n'ont vraiment pas besoin de ça. Les autorités de concurrence disent toujours il faut limiter les droits de la défense et finalement limiter une garantie de l'état de droit. Le secret professionnel, c'est quand même une garantie dans tout pays démocratique, état de droit. Eh bien, on considère qu'on peut le limiter sous couvert d'efficacité, alors que ça ne devrait même pas être admis. Vous voyez, on peut pas sous couvert d'efficacité, on n'est pas en Chine, hein, donc sous couvert d'efficacité, il faudrait pas réduire les garanties de l'état de droit. Et en plus, on n'en a pas besoin parce que s'il y a des problèmes d'efficacité du droit de la concurrence, c'est lié à d'autres raisons, peut-être lié au fait à des questions d'organisation de l'autorité, à des questions peut-être de trop de contrôle des concentrations inutiles. On pourrait réorganiser les choses. En tout cas, il ne faut pas du tout supprimer une garantie de l'état de droit sous prétexte d'augmentation de l'efficacité des autorités de concurrence. Alors, je vais me retourner vers vous, Frédéric, pour essayer de voir comment se déroule une visite inopinée. Et si on sait il va y avoir une visite, on sent un peu les choses, est-ce qu'on peut se préparer à une telle visite? Se préparer, alors comme elle est inopinée, c'est difficile de se préparer. Difficile d'avoir un indice. Justement, c'est tout l'objectif de la pratique de l'autorité ou de la Commission européenne, c'est d'arriver un beau matin chez vous, en bas de votre immeuble de travail, et tout d'un coup, votre assistante ou quelqu'un d'autre vous téléphone et vous dit j'ai 10 inspecteurs, inspectrices en bas qui demandent à rentrer dans les locaux. Si vous êtes obligé de les faire rentrer, ça fait partie de leur droit, puisqu'ils ont eu l'autorisation d'un GLD. Parenthèse, les ordonnances de GLD, il faut les lire, c'est toujours très très amusant. Et donc là, vous êtes obligé de les faire rentrer. Qu'est-ce que vous faites en tout premier lieu? Vous appelez d'abord votre conseil. Vous lui dites, voilà, j'ai 10 personnes en bas, il faut que tu viennes avec 10 collaborateurs, 10 collaboratrices. Vous intervenez auprès de l'informatique, qui doit se mettre à disposition, puisque beaucoup de choses se font au niveau informatique. Donc, ils siphonnent les disques durs. Les disques durs, ils siphonnent aussi les boîtes mail dans leur intégralité, puisqu'ils refusent aujourd'hui de pouvoir prendre uniquement les mails qui les intéressent. Donc, ils siphonnent l'intégralité des boîtes mail. Donc, vous vous retrouvez avec des énormes quantités de mails qui ont été saisis, dont certains, très majoritairement, ne servent strictement à rien. Et puis, vous demandez à trouver des locaux
pour pouvoir loger les inspecteurs ou inspectrices de l'autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, et avoir un autre local aussi pendant où vous allez loger vos conseils, et avec vos collaboratrices et vous-même, vous êtes à l'intérieur pour pouvoir faire des points de vue, des points. Et ça peut durer combien de temps? Alors, l'autorité, c'est 24 heures. Pour des raisons liées juridiques que je n'ai jamais compris, il reste uniquement 24 heures. La Commission européenne, le plaisir est beaucoup plus long. Ils ont des horaires de bureau, donc ils arrivent à 9 heures le matin, ils partent à 18 heures et puis ils reviennent autant de temps qu'il faudra. D'accord. Et ils peuvent rester une semaine, 10 jours dans vos locaux. Donc ça peut paraître très long, une semaine, 10 jours. Ça paraît extrêmement long. Donc vous les nourrissez, vous leur donnez à boire, parce que sinon ils vont être de mauvaise humeur. Et ça paraît très long. Et pour les collaborateurs, collaboratrices qui n'ont pas l'habitude de ce type de procédure, de perquisition, émotionnellement, c'est très compliqué à gérer parce qu'ils peuvent être auditionnés. Et les préparer, c'est compliqué parce que vous faites une préparation hors contexte. Oui, c'est pas pareil quand vous voyez débarquer comme ça plein d'inspecteurs. Voilà, exactement. Nous, on a l'habitude, on a été formés pour ça, on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais lorsque vous avez un collaborateur ou une collaboratrice dont c'est pas le métier, dont le métier est de faire autre chose, il est payé pour faire autre chose, qui à un moment voit arriver un certain nombre d'inspecteurs qui leur demandent d'avoir accès à leur téléphone portable, qui leur demandent d'avoir accès à leur laptop, qui veut les auditionner à un moment, ils savent pas quand, et qui va leur poser tout un tas de questions. Vous avez beau être là avec un conseil, la réalité, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer, et vous leur parlez même des mois plus tard, ils vous en parlent avec beaucoup d'émotion. Et ce qui est normal, une nouvelle fois. Donc en fait, vous, votre rôle, c'est d'essayer de calmer les choses, de rendre la chose la plus normale possible, même si c'est anormal. Et c'est ça votre réalité. Et parce que soyons clairs, sur la saisine des éléments, votre impact, il est très mesuré. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est ça? Non, on ne peut pas faire grand-chose. Vous pouvez dire, ce document-là, vous allez le mettre dans l'enveloppe, on va en discuter à l'autorité ou à la Commission européenne, donc vous en discutez. Sur les éléments informatiques, vous demandez à ce que ça passe dans des scellés provisoires, et donc vous allez après en rediscuter selon un temps déterminé, selon un calendrier déterminé avec la DGCCRF, l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne. Mais la réalité, c'est qu'ils siphonnent tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'ils prennent tous les documents physiques qu'ils désirent, ils pénètrent dans tous les bureaux, ce qui en soi n'est pas problématique. Moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'ils regardent les boîtes mail. Qu'est-ce qui est problématique alors? C'est le côté massif de la chose. Sur une boîte mail, ils prennent tout. Ils vous disent ça va commencer de telle date et ça va s'arrêter à telle date. Donc il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. D'accord. Donc c'est ça, la difficulté, elle est plutôt là. Moi, lors de la dernière perquisition, donc ça a été clôturé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la DGCCRF ayant estimé qu'il n'y avait pas d'éléments probants. Comment ça s'est passé alors? Ils nous ont pris 3 millions de gigaoctets 3 millions de gigaoctets. Ouais, de gigaoctets. Et ça a pris plusieurs jours pour qu'on puisse faire tout remonter. Quand ils nous ont donné la liste des boîtes mail qu'ils voulaient perquisitionner, ils nous ont filé une liste. Donc on a regardé, on leur a dit d'accord, ok, mais ça va prendre un peu de temps. Et après, il faut s'expliquer sur ces éléments? Ah, bien sûr. Donc, ce que vous faites après, c'est que vous avez des forensiques. Et donc, vous leur demandez, vous prenez des mots-clés. Et puis, vous passez en revue. Alors, vous n'avez pas le temps de passer en revue l'intégralité de manière très précise. Donc, vous fonctionnez par mots-clés. Et donc, vous remontez des éléments en espérant qu'il y a des éléments intéressants à l'intérieur. Mais vous loupez certainement des choses, évidemment. Donc voilà comment ça se passe dans la réalité. Et eux, ils ont plus de temps après derrière, parce que pendant plusieurs mois, vous n'entendez plus parler de ce qui se passe. Donc il y a une asymétrie dans ce qui se passe lors d'une perquisition entre une entreprise et l'autorité de concurrence, qui est, à mon sens, problématique. Et Maître Vogel, quel est le rôle de l'avocat quand il est appelé là dans un contexte comme celui-ci? Alors le rôle de l'avocat, il est limité, mais important quand même. C'est-à-dire que on remarque que quand un avocat ou plusieurs avocats sont présents, les choses se passent mieux. Parce que la seule présence des avocats est une garantie que les droits des entreprises seront respectés et qu'il n'y aura pas de dérapage de la part des enquêteurs. Donc c'est toujours bien qu'un avocat soit présent. C'est vrai qu'un avocat, l'utilité des avocats aussi, c'est de rassurer le personnel de l'entreprise, de déstresser les choses. C'est d'engager un dialogue
avec l'équipe des rapporteurs. C'est toujours bien, on rencontre le chef d'équipe, on rencontre les rapporteurs, ça fluidifie les choses. C'est de veiller également à ce que la confidentialité avocat-client, pour ce qui en reste, soit quand même préservée. Donc on va demander la mise sous scellé fermé provisoire. Donc ça, c'est important. Important également de pouvoir faire des réserves. Alors malheureusement, c'est quoi une réserve? alors, les réserves, c'est le fait d'avertir les enquêteurs qu'ils vont trop loin sur un domaine ou un autre. C'est-à-dire qu'ils lisent, par exemple, des documents avocat-client ou que leur perquisition ne correspond pas à ce que le JLD a autorisé, notamment en termes de locaux. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enquêteurs, enfin au moins les rapporteurs de l'autorité, n'acceptent plus les réserves sur le procès-verbal. Ils disent que c'est leur procès-verbal, donc on est obligé Pourquoi de... ils acceptent plus les réserves? Ils considèrent qu'on n'a pas à dénaturer leur procès-verbal en rajoutant des réserves. Donc on est obligé de faire les réserves auprès de l'OPJ, qui lui accepte de les recevoir et qui va faire un rapport. Et en général, ce qu'on fait également, c'est qu'on écrit les réserves et on les envoie à l'autorité pour qu'il y ait trace des réserves. Mais c'est dommage qu'elles ne soient plus prises dans les procès-verbaux. Ça serait quand même mieux pour le contradictoire qu'elles figurent sur les procès-verbaux. Donc, et après, surtout, l'avocat est important pour conseiller l'entreprise, et le soir ou dans la nuit, avec le directeur juridique et les juristes de l'entreprise, on va regarder qu'est-ce qui a été saisi. Est-ce que on va analyser l'ordonnance, la requête et l'ordonnance, et on va se dire, est-ce que c'est vraiment très grave, ou est-ce que est très grave, est-ce qu'on doit faire une clémence, par exemple une clémence additionnelle, ou bien est-ce que finalement le dossier est vide ou pas conclusif, et donc on va se défendre tout simplement, et puis on va envisager les recours. Et ça se décide dans quel temps, dans quel délai? Mais très rapidement, c'est le soir même, c'est à 2h du matin. Il faut rester avec l'équipe. Ça fait une grande journée. Ah oui, quand c'est des enquêtes françaises, c'est des longues journées. Quand des enquêtes européennes, comme l'a dit Frédéric, ça dure 2-3 jours, c'est mieux. Mais et on décide de ce qu'on fait. On décide éventuellement de faire une enquête, de faire un audit forensique. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est également un peu dommage qu'en France, on fasse des saisies globales de messagerie, de disques durs, et qu'on sélectionne pas les pièces, parce que ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Moi, j'ai une affaire récemment où on a saisi 2 millions de fichiers. Vous voyez, 2 millions de fichiers. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Mais ce travail, il faut le faire. On prend des décisions et puis on exécute les décisions qu'on a prises. Vous l'avez dit, Frédéric, une visite inopinée, une perquisition, c'est un événement marquant pour les collaborateurs. Est-ce qu'il y a des formations ou des moyens de sensibiliser les collaborateurs, même si on ne sait pas si l'événement va arriver, mais est-ce que c'est bien de le faire, de les former, de les sensibiliser sur ces questions? Bien sûr. Moi, à titre personnel, je le fais. Je leur explique ce qu'est une perquisition, comment ça peut se passer. Je leur donne aussi des réflexes. Si ça se fait, Suez est très implanté, par exemple, hors de Paris, hors de l'Île-de-France. Donc, j'ai pas forcément tout de suite l'accès au lieu. Ça prend toujours un peu de temps. Les conseils que vous choisissez aussi. Donc, il faut leur donner les premiers réflexes, comment ils doivent se comporter. Donc, c'est l'objet de formation interne que vous faites. Donc, ça peut prendre différents formats. Ça peut être une vidéo. Nous, on a fait ce choix-là. Donc, on fait une vidéo que l'on communique pour leur expliquer, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui se passe. Appelez-nous, on va vous envoyer des avocats. Collaborer. Attention quand il y a des comment ça s'appelle, des locaux qui sont bloqués avec des stickers, etc. Ne vous opposez à rien. Et nous, on arrive très vite, le plus rapidement possible, pour vous aider et prendre le relais. Parce que la réalité, c'est qu'on prend le relais. Bien sûr. Comme me disait Maître Vogel, notre boulot, c'est de fluidifier les relations avec les membres, soit de la DCCRF, soit de la Commission européenne, soit de l'autorité de la concurrence. Et c'est facile, ça, d'avoir une relation fluide, entre guillemets, pour reprendre Alors moi, j'ai vos la termes? chance, c'est que je suis un ancien de l'autorité, donc j'en connais quelques-uns, et donc ils savent très bien que on va pas s'opposer à quoi que ce soit.
Voilà, donc on va collaborer et qu'on n'a pas d'intérêt, nous, immédiat à s'opposer à quoi que ce soit. Donc oui, on arrive à fluidifier et j'aurais même un conseil à donner aux entreprises, aux directeurs, directrices juridiques, c'est ne pas s'opposer. Vous allez créer une tension totalement inutile qui va durer dans les mois, dans les années qui suivent. Vous allez passer pour l'entreprise qui s'y est opposée et encore aujourd'hui, par exemple, devant l'autorité, il y a des contentieux sur des gens qui ont mené une politique qui, à mon sens, n'est pas du tout constructive et même contre-productive. Donc ne faisons pas cela. Ne pas s'opposer, mais est-ce qu'il faut ouvrir tout? Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez absolument pas le choix, puisque quand vous prenez l'ordonnance du JLD, vous voyez l'étendue de leur intervention. Et quel est l'intérêt immédiat d'une entreprise de s'opposer? Non, non, c'est ce que disait Maître Vogel, c'est très vite, vous réfléchissez à la stratégie que vous allez mettre en place. Est-ce qu'on va faire une clémence? Est-ce qu'on va faire un recours? Le recours, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire un recours, donc vous envoyez immédiatement, dans les quelques heures, dans les quelques jours, vous envoyez immédiatement à la cour d'appel compétente un courrier informant que vous allez faire un recours, et très vite, vous envoyez vos écritures. Le temps est très très important. Il faut pas oublier les délais, sinon vous êtes proscrit. Donc il faut réagir très vite. Ouais, il faut réagir très très vite. Ce qui est assez problématique parce que vous devez définir tout de suite les points qui vous semblent importants, les documents qui vous posent des difficultés. Et donc ce délai qui est très très bref est véritablement un handicap, je dirais, pour les entreprises. Alors, Frédéric vient de dire qu'il faut réagir vite. J'imagine que là, le rôle de l'avocat, du conseil, est extrêmement important pour penser, adapter la stratégie, bien sûr, avec le directeur juridique. Comment ça se passe? Déjà, on n'a que 10 jours après la notification de l'ordonnance pour faire le recours à la fois contre l'autorisation de perquisition et contre le déroulement. Donc, on réfléchit pas trop. En général, nous, on le fait parce qu'on se dit, il suffit d'aller au greffe du tribunal judiciaire pour enregistrer les 2 recours. On les fait à titre conservatoire et puis on voit après si on a de quoi nourrir les recours. D'accord. Parce que le recours n'a pas besoin d'être motivé. Il est motivé, comme l'a dit Frédéric, par la suite. Et donc, ça nous laisse le temps d'étudier le dossier, de lancer les analyses forensiques et de voir tout ce qu'on peut faire comme reproche, soit à l'autorisation, soit au déroulement. Mais au moins, on lance les opérations. On lance les opérations, oui, sans réfléchir davantage, parce que 10 jours, ça passe très très vite. Hein. Donc, en 10 jours, vous n'avez pas le temps d'avoir une opinion définitive sur le dossier. Donc, il vaut mieux lancer les recours. On peut s'en désister sans problème si on voit que finalement, on n'a rien à dire contre l'ordonnance d'autorisation ou si on n'a rien à dire contre le déroulement. Mais en général, on a quand même des choses à dire. Et j'imagine qu'on échange beaucoup avec la direction juridique de l'entreprise. Oui, la direction juridique est vraiment notre partenaire et on travaille en confiance avec elle. C'est grâce parce que la direction juridique de l'entreprise connaît mieux l'entreprise naturellement que nous et elle est susceptible aussi de convaincre les collaborateurs de donner un maximum de documents. Elle est indispensable dans ce travail qui a lieu post-opération de visite et saisie. Et vous avez évoqué, Frédéric, les aspects numériques, hein, l'ensemble des données sont collectées. Comment on réagit par rapport à ça? On est obligé de donner les ordinateurs Oui, les ordinateurs et les téléphones portables. D'accord. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas négocier. Alors les avocats sont présents, mais lorsque vous faites aujourd'hui, il y a des perquisitions pénales. Là, les avocats sont invités si les policiers et les gendarmes le veulent bien. Et là, vous revoyez pas votre matos. Ils partent avec vos téléphones, ils partent avec vos ordinateurs. Si vous avez de la chance, ils vous les rendent quelques années plus tard. Ah oui, donc c'est vraiment quelques années plus tard au mieux. Oui, les quelques entreprises qui ont eu cette chance-là, je mets entre guillemets chance, d'être perquisitionnées. Quand vous échangez avec les directeurs, les directrices juridiques, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est ils sont arrivés un beau matin. Certains, on leur a dit que les avocats ne sont pas invités, donc les avocats sont au café d'en bas. Et on leur a appris, les collaboratrices et les collaborateurs, on leur a appris qui avaient été identifiés, on leur a appris leur téléphone portable. Alors, moi, j'ai 2 téléphones, un personnel mais un professionnel, mais il ne faut pas se faire d'illusions, les 2 partent. D'accord. J'avais beau expliquer que, effectivement, le personnel est personnel, le professionnel
et professionnelle. C'est Et l'autorité prend tout. Ouais, ils prennent tout et votre laptop, il est parti. Voilà, donc c'est très très invasif. C'est pour ça que les gens, une nouvelle fois, quand vous êtes juriste, vous savez comment gérer la situation. Pour les collaborateurs qui ne sont pas juristes, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est extrêmement invasif. Si en plus ils vous font des perquisitions à domicile de votre voiture, de votre résidence secondaire, c'est encore pire. Et ça arrive pour les membres Oui. de la direction, c'est ça? Oui. Oui, moi j'ai connu des situations, pas chez Suez, mais quand j'étais collaborateur en cabinet d'avocat, moi j'ai vu des entreprises dont les collaborateurs, collaboratrices ont vu leur voiture, ont vu leur résidence secondaire, leur grange perquisitionnée parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un risque que des informations, des documents soient logés là-bas. Donc, alors ça c'était basé sur peut-être que je dis une bêtise, mais c'était basé sur l'expérience parce que dans un dossier, ils avaient trouvé des documents d'une entreprise sous le matelas des lits des enfants. D'accord. Dans la résidence secondaire. Donc c'était arrivé une fois, du coup il y avait cette pratique qui s'est un peu généralisée. Effectivement, les mecs commencent à être un peu malins ou commencent à déloger les documents, donc on va les installer ailleurs. Donc, non, c'est très invasif et émotionnellement, c'est difficile, compliqué à gérer pour les personnes concernées. Et Maître Vogel, il n'y a pas des garanties, des droits contre cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup d'obligations et peu de droits. Alors, si on prend les différents types d'enquêtes, en cas d'enquête simple, on a le droit d'être assisté par un avocat. Souvent, les entreprises ne le savent pas, mais c'est un droit. Même en enquête simple, on peut être assisté. On a le droit de dire que ils ne peuvent pas faire la fouille, la pêche aux informations. Donc, il faut qu'ils posent des questions précises sur des documents précis, même s'ils ont tendance à vouloir un peu tout prendre. Même dans l'enquête simple. Voilà. Donc, il faut un peu. Alors, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un avocat ou un juriste qui peut un peu recadrer en disant non, vous pouvez pas demander 2 millions de documents en enquête simple. Il faut préciser vos questions. En enquête simple, malheureusement, on n'a pas de droit à un recours contre l'enquête simple. Même à la rigueur, si on vous demande 2 millions de documents en enquête simple, vous êtes obligé de les donner, d'engager un forensic. Nous, ça nous est arrivé, parce qu'on a eu la demande pendant le Covid de fournir sur 10 ans les mails envoyés et reçus de 20 personnes. Vous imaginez? C'est énorme, sur 10 ans, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc on a dû le faire, on a protesté, malheureusement on n'a pas été entendu non plus par la cour d'appel qui a toléré ce genre de pratique. Donc ça c'est l'enquête simple. On a le droit en enquête simple aussi d'envoyer dans le mois qui suit une version non confidentielle si on veut protéger des secrets d'affaires. Bon. Donc ça c'est intéressant. En enquête lourde, on a quelques droits, donc le droit de contester l'autorisation ou le déroulement. On a le droit d'être assisté par un avocat. On ne peut pas empêcher l'entreprise d'être assistée par un avocat. On a le droit de faire des recours, mais sinon, il faut subir. Voilà. Et là, on a encore moins de droits. C'est comme le disait Frédéric, c'est l'enquête pénale de concurrence, puisque là, comment ça se passe? L'enquête pénale, c'est une enquête autorisée par un juge d'instruction qui va donner une commission rogatoire aux agents de l'autorité pour intervenir avec des officiers de police judiciaire et un représentant du ministère public chez vous. Et donc, il y a des cas dans lesquels les avocats ne sont même pas tolérés. On va leur dire non, maître, vous n'avez rien à faire ici, c'est une enquête pénale. Donc ça paraît fou quand même qu'il n'y ait pas d'avocat. Oui, mais c'est comme ça. Alors parfois, il y a une tolérance de la présence d'un avocat, ou bien on dit aux avocats vous allez dans un bureau à part et le procureur, s'il est assez sympathique, vous rend compte de ce qui se passe. Mais ça dépend vraiment de la bonne volonté du parquet et des enquêteurs. On n'a pas le droit d'être assisté par un avocat. Ni même lors des premières auditions. Il faut attendre d'être mis en examen pour avoir, lors des auditions, d'être assisté par un avocat. Donc ça, c'est quand même assez ennuyeux. Il n'y a pas de recours immédiat contre la perquisition, ni contre son déroulement. Il n'y a pas de protection du secret des affaires. Donc tous vos concurrents, lorsqu'ils seront mis en examen, ils auront connaissance de tout vos secrets d'affaires. Donc c'est quand même assez mal fait. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'utilisation du droit pénal n'est pas faite pour le droit à la concurrence. Le droit pénal ne devrait pas intervenir en matière de concurrence, parce que sinon c'est un moyen de contourner toutes les garanties du Code de commerce.
Donc, nous y sommes totalement opposés. Alors Frédéric, vous avez parlé de la communication tout à l'heure. On va parler des suites d'une visite inopinée. Comment on gère l'après ? L'après, c'est alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'abord les recours. C'est regarder un peu ce qu'ils ont pris pour essayer de comprendre s'il y a des choses qui peuvent poser des difficultés ou pas. Si on a des éléments qui tendent à démontrer qu'en fait, on ne comprend pas très bien l'objet de la perquisition, si on estime que le dossier finalement ne pose pas de difficultés, voire même qu'il est vide, ça arrive assez fréquemment. Donc c'est ce genre d'étapes que vous avez et qui sont absolument indispensables. Indispensables aussi en interne pour pouvoir communiquer auprès des membres du COMEX et particulièrement de votre directrice, directeur juridique et du directeur général, pour leur dire, bon voilà, on a subi ça, c'était émotionnellement compliqué, mais on estime, alors tout ça, ce travail se fait avec votre conseil, et il se fait aussi avec les membres du forensic, puisque, comme vous avez compris... Il y a une équipe. Voilà, c'est une équipe. En fait, le juriste d'entreprise, sans le travail collaboratif des opérationnels qui ont été fouillés, donc des gens en interne, de ces juristes, des avocats et des membres du forensic, ne peut pas travailler correctement. S'il n'a pas ces moyens-là, c'est assez illusoire de penser qu'un travail propre va être fait. Et donc, le travail que vous allez faire, au-delà des recours, mais comme disait Maître Vogel, pas se faire d'illusions, il ne se passe pas grand-chose derrière. Aujourd'hui, il y a une tolérance de la part de la Cour d'appel et de la Cour de cassation qui est assez... à mon sens, problématique, mais ça n'engage que moi personnellement. Et après, vous regardez les pièces pour savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur, s'il n'y a pas des choses à l'intérieur, et si le dossier est grave, étayé, s'ils ont trouvé, comme on dit dans le jargon, des smoking guns, ou si le dossier est vide. Et cette communication est indispensable avec les membres du COMEX, parce que eux doivent savoir quelles sont les conséquences potentielles pour le groupe. Est-ce qu'il y a une menace d'être sanctionné à terme, et si menace il y a, quel montant il y aura? Est-ce qu'il faut provisionner ce montant-là? Combien va coûter le travail des avocats? Est-ce qu'il faut provisionner un montant substantiel ou pas substantiel pour les avocats, pour les économistes si vous avez besoin d'économistes, pour l'équipe de forensic? Donc tous ces éléments-là... On évalue les conséquences et les coûts financiers derrière. Exactement. C'est important que vous ayez, vous, juristes d'entreprise, des moyens pour travailler proprement avec une équipe qui est externalisée, puisque vous n'avez pas tous ces éléments-là, parce que la probabilité que vous soyez perquisitionné est relativement faible. Donc l'intérêt pour une entreprise d'avoir une grosse équipe concurrence à l'intérieur, d'avoir des forensics et des économistes en interne est relativement marginal. Donc en fait, vous travaillez. Et donc c'est tous ces éléments-là qui doivent être évalués financièrement, et surtout, quel est le coût de l'amende, si amende il y a, quel est le coût réputationnel pour un groupe, et aujourd'hui, la probabilité qu'il y ait des procédures en dommages et intérêts, puisque depuis quelques années, c'est possible, et qui, éventuellement, peut être intéressé par une procédure de dommages et intérêts, puisque les montants vont être absolument... Et en fait, c'est une fourchette de coûts qu'on arrive à déterminer, c'est ça? Très honnêtement, assez compliqué à savoir. Vous pouvez avoir une vague idée en fonction de la gravité des éléments qu'ils ont pris, mais dire que vous arrivez à savoir très tôt combien ça va coûter pour un groupe et quel est le risque de la sanction. Le risque de la sanction, avec l'expertise de vos avocats, vous pouvez très vite savoir si ça va être grave, pas grave, puisqu'il y a un certain nombre de critères qui ont été mis par une communication de la commission et par l'autorité de la concurrence sur la gravité, la durée, la valeur du marché, etc., etc. Vous pouvez avoir une fourchette plus ou moins importante. Le problème que vous avez, c'est que vous, entreprise, pouvez estimer que la pratique n'est pas très grave et que vous vous retrouvez à la fin de la journée avec une décision qui estime que c'est extrêmement grave, mais qui va être infirmée après par la Cour d'appel, voire même par la Cour de cassation. Et donc, mais vous, entreprise, vous êtes obligé de faire l'avance. Bien sûr. Il y a du budget de l'État. Et après, il y a des allers-retours. Bon, bref, et ça, c'est de la cuisine interne. Mais voilà, et on est toujours... le problème qu'on a, ce qui est un peu normal sur les perquisitions, on est en asymétrie en permanence avec l'autorité, ce qui n'est pas problématique en soi. C'est leur travail. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette asymétrie s'est creusée au détriment des entreprises. Alors moi j'ai un peu d'expérience, ça fait quelques années que je fais du droit de la concurrence, mais je trouve que oui, ça s'est passablement aggravé. Mais voilà ce que vous devez faire auprès de votre direction, des membres du COMEX et votre direction générale, pour les alerter en disant voilà, ça va être un temps long, voilà ce qu'on doit probablement débourser.
en conseil, voilà le risque de sanctions, et il y a la possibilité de faire une procédure en dommages et intérêts pour les entreprises estimeront qu'elles ont subi un préjudice du fait de la pratique que vous avez mise en œuvre. Joseph, Frédéric évoque l'asymétrie entre les droits et obligations de l'entreprise et les pouvoirs d'investigation des autorités. Comment il faudrait faire évoluer les choses? Vous avez dit un certain nombre de choses sur le droit pénal qui n'a pas sa place dans le droit de la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres choses à creuser, à améliorer? Oui, je pense que il y a eu ces dernières années un peu une dérive du droit des enquêtes. Et je pense qu'il faudrait mettre fin à cette dérive, à la fois dans les enquêtes simples d'ailleurs et dans les enquêtes lourdes. Alors, dans les enquêtes simples, je pense que ce serait bien que l'objet de l'enquête soit quand même précisé et indiqué aux personnes par avance. Alors aujourd'hui, il y a une mention pré-imprimée sur les procès-verbaux disant l'objet de l'enquête a été communiqué, et ça fait foi. Il faudrait mettre fin à cette pratique et dire l'objet de l'enquête est le suivant, vous voyez, pour que les gens soient prévenus par avance sur quoi on va les interroger. Je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait une notification du droit de se taire, comme on fait en matière pénale. Ça n'existe pas actuellement. Il faudrait également que, plutôt que l'enquêteur rédige lui-même le procès-verbal et résume ce qui lui est dit, et quand on résume, on peut déformer, même si on a le droit de reformuler. Mais ça serait quand même mieux, comme le fait la commission, que ça soit enregistré avec un enregistrement audio. Donc, même dans les auditions, il y a des progrès à faire. Et il faudrait un recours également possible contre les enquêtes simples, parce que certaines enquêtes simples peuvent dégénérer. Et la directive ECN+ prévoit un recours, mais le droit français n'a pas formalisé ce droit à recours contre les enquêtes simples, et il n'existe pas en droit français. Quand vous dites dégénérer, c'est de quelle manière? En fait, par exemple, moi j'ai déjà eu connaissance d'enquêtes simples qui ont été menées sans juriste et sans avocat, dans lesquelles les enquêteurs ont donné une clé USB à une pauvre assistante commerciale en disant Madame, veuillez mettre sur cette clé USB tous les fichiers correspondant au client X. Tous les fichiers, c'est des milliers de fichiers. Et on a été saisi des dossiers après. Il y avait un fichier qui correspondait sur la dizaine de milliers à une entente. Mais normalement, cette assistante commerciale ne savait pas que dans une enquête simple, il faut que les enquêteurs demandent des documents précis. Ils ne peuvent pas faire une perquisition sous-traitée à l'entreprise. Vous voyez, donc je trouve que là, il y a une dérive. Il y a une dérive. Et il faut pouvoir faire un recours contre cette dérive. En matière d'enquête lourde, comme le disait Frédéric, on allait trop loin dans la tolérance de ce que font les autorités. Par exemple, les ordonnances pré-rédigées, ça ne permet aucun contrôle par le JLD, parce que le JLD, il a la requête et il a l'ordonnance de 20 pages ou 30 pages pré-rédigées. Il va juste signer, c'est humain. Il a beaucoup de travail, le JLD. Et donc, il faudrait plutôt qu'il y ait une requête, mais pas d'ordonnance pré-rédigée. Comme ça, le JLD pourrait vraiment contrôler est-ce que les conditions sont remplies. Alors moi, j'ai eu une affaire dans laquelle la requête portait sur les produits sanguins et l'ordonnance ordonnait une enquête sur les produits d'épuration. Donc, c'est cocasse. Voilà, le copier-coller avait été mal fait. Le JLD, il n'a rien vu. Vous voyez, et on dit que, actuellement, la Cour de cassation dit que la signature vaut contrôle. C'est pas parce qu'il a signé qu'il a contrôlé. Vous voyez, il y a quand même des progrès à faire. On voit qu'il y a des progrès à faire. On va conclure cette partie là-dessus. Tout de suite, place au cas pratique. On poursuit ce Lex Inside, on va passer au cas pratique et on va s'intéresser à une visite inopinée dans une entreprise numérique. Comment ça se passe? Quels sont les droits et obligations de l'entreprise? On en parle tout de suite et je vais commencer avec vous, Joseph. Il y a une visite inopinée, les enquêteurs débarquent. Comment ça se passe? Écoutez, on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je prends l'exemple de l'enquête lourde, visite inopinée en cas d'enquête lourde. Donc les enquêteurs arrivent dans l'entreprise aux alentours de 9 h. Si la visite a lieu
au domicile d'un salarié, ça a lieu plus tôt, ça peut commencer à 6 heures du matin, parce qu'il faut être sûr que le salarié soit présent. Naturellement, 6 heures ou 7 heures du matin, au domicile, là, c'est vraiment très perturbant. Mais ça peut arriver, et ça peut arriver d'autant plus maintenant avec le télétravail. Il y a eu maintenant un certain nombre d'enquêtes lourdes au domicile des salariés, parce qu'ils sont en télétravail, et les gens perquisitionnés ont protesté, mais leurs protestations n'ont pas été acceptées par la jurisprudence. On a considéré que dès lors qu'il y avait télétravail, eh bien, il fallait bien que les enquêteurs puissent aller au lieu du télétravail. D'accord, donc du coup, c'est plus fréquent. Oui. C'est depuis le Covid, ça s'est développé. Alors avant, comme le disait Frédéric, c'était surtout au domicile privé des dirigeants. Maintenant, ça peut être auprès de responsables commerciaux parce qu'ils travaillent chez eux à la maison. D'accord. Donc, voilà. Alors, prenons le cas le plus fréquent dans l'entreprise, donc vers 9 heures du matin. Donc là, il faut que l'entreprise ait mis en place une organisation pour recevoir les enquêteurs. Donc il faut qu'à l'accueil, les personnes de l'accueil aient des fiches pour savoir qui prévenir. Donc en général, on dit qu'il faut prévenir les juristes, directeur juridique, puis si le directeur juridique n'est pas disponible, tous les juristes présents, ou à défaut le directeur financier par exemple, pour quelqu'un qui puisse recevoir les enquêteurs. Il faut vérifier leur carte professionnelle, il faut recevoir la notification de l'ordonnance pour pouvoir après en prendre connaissance et l'analyser tout au long de la journée. Et puis, il faut accueillir les enquêteurs le plus vite possible, prévenir les avocats. Donc là, les juristes doivent prévenir les avocats. Il faut faire attention. Une erreur parfois qui est faite, c'est de laisser un message sur un portable. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'avocat, il prend pas connaissance de tous ces messages sur son portable immédiatement. Nous, ça nous est arrivé dans une répétition où l'entreprise avait laissé simplement un message sur un portable et l'avocat, il en a eu connaissance 1 heure ou 2 heures après. Donc là, il faut rappeler l'avocat jusqu'à temps de l'avoir. Il faut donner comme instruction de toujours parler à un avocat personnellement, et donc lorsqu'on appelle le cabinet, demander à parler à un avocat, même si celui qui est sur la liste n'est pas présent, ben on en prend un autre. Hein. Donc il faut à tout prix faire cela pour que l'avocat puisse venir, ou les avocats, le plus vite possible dans l'entreprise. Ensuite, il faut installer les enquêteurs dans une salle, alors dans une salle sans documentation, dans une salle vide. Il faut organiser une deuxième salle avec un quartier général où il y aura d'autres avocats plus des juristes pour analyser l'évolution de l'enquête au fur et à mesure et voir qu'est-ce qu'ils cherchent et commencer à faire un diagnostic. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et comme je l'avais dit, en fin de journée, il faut prendre des décisions sur les recours qu'on va faire, sur une éventuelle clémence, sur des audits forensiques à organiser. Voilà un peu le déroulement. Alors il faut également que chaque enquêteur soit toujours accompagné par un juriste ou un avocat. Il faut jamais laisser des enquêteurs seuls avec des salariés parce que ça peut donner lieu à des auditions informelles très très dangereuses. D'accord. Et là, le rôle du directeur juridique de cette entreprise du numérique, c'est quoi? C'est un rôle assez classique, il n'y a pas vraiment de différence, à ceci près que généralement dans les entreprises numériques, il n'y a pas tellement de documents papier, voire aucun document papier. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une réflexion de la part de la Commission européenne aujourd'hui, qui se pose la question de savoir est-ce que ça vaut toujours la peine d'aller dans les locaux ou pas, parce que ça engage des frais relativement importants et ça mobilise énormément de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Donc ce rôle-là, moi je considère que le directrice juridique concurrence, c'est un chef d'orchestre. Pourquoi c'est un chef d'orchestre? Parce qu'il doit penser à tout. Il doit penser à appeler les avocats, il doit penser à organiser l'accueil, il doit penser à trouver la salle, à appeler l'informatique, à les nourrir, etc., etc. Donc en fait, de manière assez reptilienne, il doit penser à tout en 15 minutes. Et c'est facile d'orchestrer tout ça? Moi, j'ai une fiche. Moi, je vous dis, Vous avez une fiche pratique avec toute la checklist à respecter. Qu'est-ce que je dois faire, qui je dois appeler. Alors, on a déjà des salles pré-louées en cas de perquisition. Donc, chez Suez, on sait que s'il y a une perquisition, les gens qui vont perquisitionner seront logés là, que les gens de Suez seront logés à tel endroit, pas à proximité, surtout pas à proximité,
et comme disait Maître Vogel, suivre en permanence, avoir en permanence quelqu'un à proximité, si ce n'est à côté des enquêteurs ou des enquêtrices. Moi, je l'ai vu lorsque j'étais du côté de l'autorité, des gens qui étaient des enquêteurs simples et qui ont découvert des choses, alors que s'il y avait eu probablement un avocat ou un juriste ou une juriste, ça ne serait pas passé comme ça. D'accord. Ils font aussi des auditions informellement, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc oui, c'est essentiel. Donc ce rôle de chef d'orchestre est absolument important de la part du juriste et du directeur juridique, puisque c'est sa responsabilité. Et donc voilà notre rôle. Et les choses principales se font dans la demi-heure, dans l'heure qui suit leur arrivée. Donc, il faut faire attention tout de suite, être vigilant et être réactif. Voilà, il faut avoir les bons réflexes, savoir qui appeler, comment appeler, qui prévenir évidemment sa hiérarchie, qui elle après gérera ça de son côté en collaboration avec vous évidemment, puisque c'est vous qui ramenez les informations d'en bas. Mais voilà, donc ce rôle-là est absolument, à mon sens, est absolument crucial, et la collaboration avec l'avocat est fondamentale. est essentielle. Joseph, on est dans une entreprise du numérique, donc les informations sont sur support numérique, ordinateur, téléphone. Est-ce qu'on peut protéger les informations sensibles ? Alors, il y a deux types de protection possibles. D'abord, le secret professionnel avocat-client. Donc ça implique de signaler aux enquêteurs qu'il y a des correspondances avocat-client. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, que ce soit la DGCCRF ou l'autorité, on va mettre tout ça sur un scellé fermé provisoire, et ils vont vous donner rendez-vous 3-4 semaines après pour ouvrir le scellé fermé provisoire et regarder ce qui est confidentiel avocat-client ou pas. Mais ça implique un travail très important au cours de ces 3-4 semaines, et un travail avec un forensique, parce qu'il faut identifier toutes les correspondances avocat-client que l'on estime devoir être protégées, et il faut justifier correspondance par correspondance pourquoi ça relève du secret. D'accord. Donc c'est long à faire. C'est très long. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas reçu, y compris par les juges. Les juges exigent que... c'est un peu disproportionné aussi et asymétrique, parce que l'autorité va tout saisir, et vous, il faut que vous, pièce par pièce, vous justifiez pourquoi ça ne doit pas être saisi. Et il y a un désaccord fondamental actuellement entre les entreprises et l'autorité de la concurrence, puisque l'autorité, comme on l'a dit tout à l'heure, considère que seuls les documents avocat-client en vue de la défense de l'entreprise, donc après enquête ou après procès, sont couverts, et uniquement en plus dans les dossiers de concurrence. D'accord. C'est très restrictif. C'est très restrictif. Et donc vous avez un désaccord de principe. Et lors de l'ouverture des scellés, ce que nous considérons aussi un peu anormal, c'est que vous avez en face de vous 10 rapporteurs par équipe de 2 qui vont regarder les correspondances avocat-client et qui vont dire oui, ça c'est confidentiel, ça c'est pas confidentiel. Entre 2 équipes, la même correspondance, parce qu'il y a des doublons en informatique, peut être considérée comme confidentielle par les uns et pas par les autres. Et vous n'avez pas votre mot à dire. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ça devrait être confidentiel, ils vous disent non, maître, ça sera devant le juge. Donc le dernier mot revient à l'autorité. Voilà. Et on a un désaccord fondamental sur le fait que nous estimons que les conseils que nous donnons devraient ne pas être saisis, et que nous estimons que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union de 2022-2024 et de la Cour européenne des droits de l'homme disent que toute l'activité de l'avocat est confidentielle, y compris la consultation. Ce n'est pas l'avis des rapporteurs de l'autorité. Donc là, on a un débat de principe que l'on pose devant les premiers présidents et devant la Chambre criminelle, la Cour de cassation. Je pense que le seul moyen de mettre fin à ces divergences, c'est qu'un premier président pose une question préjudicielle à la Cour de justice pour dire est-ce que c'est limité à la fiscalité ? Nous ne le pensons pas du tout. Ou est-ce que ça s'applique aux affaires de concurrence ? D'accord. Voilà. On va conclure l'émission là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Lex Inside, le grand débat. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.